Le vent était un loup. Il griffait les murs de la cabane, hurlait à travers les fentes des planches mal jointes, et sa morsure glaciale s'infiltrait jusqu'aux os des Lara. Dehors, le monde n'était qu'un tourbillon blanc et aveuglant, une fureur de neige qui effaçait la frontière entre le ciel et la terre. Dedans, le froid était un prédateur plus patient, mais tout aussi mortel. Le feu dans l'âtre n'était plus qu'un amas de cendres grises, un fantôme de chaleur. La dernière bûche avait été consumée la veille. Et Lara était assise sur le sol rugueux, le dos appuyé contre le lit de fortune qu'elle avait partagé avec Thomas. Ses mains, fines et gercées, reposaient sur le monticule tendu de son ventre. 6 mois. 6 mois que la vie en elle grandissait, et à peine 6 semaines que la vie de Thomas avait été fauchée par un arbre qui l'abattait. L'ironie était d'une cruauté indicible. Le bois qui aurait dû les chauffer tout l'hiver était celui qu'il avait laissé seul pour y mourir de froid. La faim était une douleur sourde et constante, une braise qui consumait ses forces de l'intérieur. Le garde-manger était vide depuis des jours, à l'exception d'une poignée de farine qu'elle gardait, ne sachant pour quelle ultime urgence. Chaque mouvement était un effort colossal, chaque pensée un brouillard. La peur, au début si vive, s'était muée en une résignation lasse. Elle ne se battait plus pour elle-même. Elle se battait pour la petite pulsation sous ses mains, la promesse d'un avenir qu'elle n'était plus sûre de pouvoir offrir. Elle se leva, chancelante, le monde basculant un instant. Il fallait du bois. C'était la seule pensée claire qui parvenait à percer le brouillard. Il y avait une petite pile près de la porte, des branches et des chutes que Thomas avait jugées trop petites pour être rentrées. C'était dérisoire, mais cela pourrait lui accorder quelques heures de sursis. Enveloppée dans le manteau usé de son mari, une relique trop grande qui sentait encore son odeur de pain et de sueur, elle poussa la porte. Le vent la lui arracha des mains, la projetant violemment contre le mur intérieur. La neige s'engouffra, un souffle arctique qui lui coupa la respiration. Elle lutta contre la tempête, baissant la tête, et fit quelques pas dehors. La neige lui arrivait aux genoux. Le monde était une abstraction blanche et hurlante. Elle ne voyait rien, n'entendait que la rage des éléments. Elle se pencha, ses doigts gourds cherchant à tâtons le bois enfoui. Elle en saisit une branche, puis une autre. Le froid brûlait sa peau exposée. Un vertige la saisit, puissant, irrésistible. Les points noirs qui dansaient devant ses yeux se rejoignirent en une obscurité complète. Ses genoux cédèrent. Elle s'effondra dans la neige, le peu de bois qu'elle avait ramassé s'éparpillant autour d'elle. Le hurlement du vent devint lointain, un murmure. Le froid n'était plus une douleur, mais une étrange berceuse qui l'invitait au sommeil. Juste un instant, pensa-t-elle. Juste un instant de repos. C'est alors qu'une ombre se dessina dans le blizzard. Une forme massive, indistincte, qui semblait se matérialiser à partir de la tempête elle-même. Un cheval, puis un homme. La silhouette s'approcha, chaque pas sûr et délibéré dans la tourmente qui l'avait terrassé. L'homme descendit de sa monture. Il était grand, vêtu de peau et de fourrure qui le faisaient paraître encore plus imposant. Un fusil était passé en bandoulière sur son dos. Son visage, mangé par une barbe épaisse et givrée, était une carte de lignes dures, burinée par le soleil et le gel. Ses yeux, d'un bleu pâle comme un ciel d'hiver, se posèrent sur elle. Il n'y avait ni pitié ni surprise dans son regard, seulement une évaluation rapide et silencieuse. Il ne dit rien. Il la souleva de la neige comme si elle ne pesait rien, son corps inerte blotti contre la chaleur surprenante des fourrures. Il la déposa doucement sur la selle de son cheval, puis monta derrière elle, son corps formant un rempart contre le vent. Sa voix, quand elle vint enfin, était grave et rugueuse, comme le bruit de pierres qui roulent. Ce n'était pas une question, mais un ordre. Montez sur mon cheval. Maintenant, et elle avait obéi sans même s'en rendre compte, ou peut-être était-ce lui qui avait tout fait. Enveloppé par sa présence, le monde s'estompa dans un galop silencieux à travers le blanc infini. Lorsqu'Elara reprit conscience, ce fut par vagues. D'abord, la sensation d'une chaleur profonde et pénétrante, si intense qu'elle semblait presque douloureuse après le froid mordant. Ensuite, l'odeur. Un mélange de bois de pin qui brûle, de viande qui mijote et de quelque chose de musqué, de sauvage. Elle ouvrit les yeux. Elle était allongée sur une paillasse de fourrure près d'un grand âtre en pierre où dansait un feu rugissant. La pièce était petite, construite en rondins massifs qui ne laissaient passer aucun courant d'air. Des peaux d'animaux séchaient sur les murs, et des pièges pendaient à une poutre. C'était l'antre d'un homme qui vivait de et avec la nature. L'homme était là, le dos tourné, affairé près du feu. C'était lui, l'étranger de la tempête. Silas,
le nommaient les gens de la ville en contrebas. Un nom murmuré avec un mélange de peur et de mépris. L'homme des montagnes. Un sauvage, disaient certains. Un ermite à moitié fou. Il se retourna, sentant son regard sur lui. Il tenait un bol en bois fumant. Il s'approcha sans un mot et le lui tendit. Et Lara se redressa avec effort, son corps endolori. Elle hésita, sa méfiance luttant contre la faim qui lui tordait les entrailles. Ses yeux croisèrent les siens. Ils étaient toujours aussi calmes, insondables. Il n'y avait aucune menace dans sa posture, seulement une attente patiente. Elle prit le bol. Ses mains tremblaient tant qu'elle faillit le renverser. C'était un ragoût épais, riche en viande et en racines. La première cuillerée fut une révélation, une explosion de chaleur et de saveur qui se répandit dans son corps affamé. Elle mangea avec une avidité qui la fit rougir, mais l'homme ne sembla pas le remarquer. Il était retourné à ses occupations, aiguisant un couteau avec des gestes lents et précis. Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans un silence presque total. Silas parlait peu, ses phrases étaient courtes, fonctionnelles. Manger et rester près du feu et la tempête va durer et il s'occupait d'elle avec une efficacité détachée, s'assurant qu'elle était nourrie et au chaud, mais gardant toujours une distance respectueuse. Il sortait chaque jour, disparaissant dans le blanc pour revenir des heures plus tard, couvert de neige, ramenant du gibier ou du bois. Et Lara l'observait. Elle observait la façon dont ses mains, larges et calleuses, pouvaient être si délicates pour recoudre une déchirure dans sa propre moufle. Elle observait la façon dont il se déplaçait dans la petite cabane, avec une économie de mouvement qui ne laissait rien au hasard. Il n'était pas le monstre des rumeurs. Il était silencieux, oui. Solitaire, sans aucun doute. Mais il y avait en lui une force tranquille, une compétence qui inspirait une forme de sécurité qu'elle n'avait pas ressentie depuis la mort de Thomas. Lentement, la peur d'Elara se mua en une curiosité prudente. Qui était cet homme qui vivait en marge du monde, et pourquoi l'avait-il sauvé? Elle commença à prendre part aux tâches de la cabane. D'abord, des choses simples, comme plier les couvertures ou s'assurer que la bouilloire était pleine. Puis, elle se mit à cuisiner, utilisant les provisions qu'il rapportait. Elle reprit ses aiguilles et se mit à repriser ses vêtements, les coutures devenant plus fines et plus solides sous ses doigts habiles. C'était un dialogue sans mots. Chaque tâche accomplie était une note de remerciement. Chaque repas qu'il acceptait avec un grognement approbateur était une reconnaissance. Une routine s'installa, un rythme partagé dans le cocon de la cabane, isolé du monde par des murs de neige. Pour la première fois depuis des semaines, Elara ne se sentait plus seulement en train de survivre. Elle sentait une fragile pousse d'espoir. La vie en elle semblait plus forte, plus présente, comme si elle aussi puisait sa force dans cette quiétude inattendue. Un jour, alors que le vent s'était enfin calmé et qu'un soleil pâle filtrait à travers les pins chargés de neige, des coups violents retentirent à la porte. Le son était incongru, brutal dans le silence de la montagne. Silas, qui nettoyait son fusil, se figea. Son regard se durcit instantanément, passant du calme à une alerte glaciale. Il fit un geste de la tête à Elara, lui indiquant de s'éloigner de la porte. Il se leva, posa son fusil à portée de main et alla ouvrir. Sur le seuil se tenait un homme corpulent, au visage rougeau, emmitouflé dans un manteau de fourrure coûteux qui semblait déplacé dans ce décor sauvage. Deux hommes de main, au visage dur, se tenaient légèrement en retrait. Elara reconnut immédiatement l'homme du milieu, Jébédia Thorne. L'homme à qui Thomas avait emprunté de l'argent pour acheter leur terre, l'homme qui détenait l'acte de propriété en garantie. Son sourire était carnassier, plein de suffisance. Eh bien, et dit-il d'une voix mielleuse qui ne masquait pas l'acier en dessous. Je venais voir si la veuve avait enfin cédé la place. Je vois qu'elle a trouvé. Un nouveau protecteur et son regard balaya l'intérieur de la cabane, s'arrêtant sur Elara avec un mépris non dissimulé. La dette est due, femme. Votre mari est mort. La terre m'appartient. Je suis venu prendre ce qui est mien. Silas ne bougea pas. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, une montagne silencieuse et infranchissable. Elle n'est pas sur votre terre. Elle est ici et dit-il simplement, sa voix un grondement sourd. Thorne ricana. Pour combien de temps? L'hiver ne dure pas éternellement. Dès le dégel, je prends possession. Et si vous êtes encore là, et il désigna Elara du menton, et mes hommes vous aideront à déménager. La propriété doit être libre de tout encombrement et la menace était claire. Elara sentit une vague de froid la parcourir, plus terrible encore que celle de la tempête. Ce n'était pas la nature impersonnelle qui la menaçait,
mais la cruauté calculée d'un homme. Silas fit un pas en avant, sortant de la cabane pour se placer entre Thorn et la porte. Il n'éleva pas la voix. Il n'eut aucun geste menaçant. Mais sa seule présence semblait modifier l'air autour de lui, le chargeant d'une tension palpable. « Partez, et dit-il. » Le mot était plat, sans inflexion, mais il portait le poids d'un ultimatum. Les hommes de Thorn se raidirent, leurs mains se rapprochant de leurs pistolets. Mais Thorn, après avoir soutenu le regard de Silas pendant un long moment, eut un sourire narquois. « Comme vous voudrez. » Pour l'instant, et il fit un signe de tête à ses hommes, et ils firent demi-tour, leurs pas s'enfonçant dans la neige. « Le printemps arrive, sauvageons !» et cria Thorn par-dessus son épaule. « Et la loi est de mon côté. J'ai. » Silas resta immobile jusqu'à ce qu'ils aient disparu de sa vue. Puis il referma la porte, plongeant à nouveau la cabane dans une pénombre silencieuse. Le monde extérieur venait de faire irruption dans leur sanctuaire, et il avait laissé derrière lui une odeur de pourriture et de peur. Et Lara était adossée au mur, les mains sur son ventre, tremblante. Le fragile sentiment de sécurité qu'elle avait construit s'était brisé. Silas se tourna vers elle. Pour la première fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Ce n'était plus de la simple évaluation, mais une forme de préoccupation. La dette, et dit-il. Ce n'était pas une question. Elle hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux. Thomas pensait que la récolte de bois de cet hiver nous permettrait de tout rembourser. Il ne savait pas, et sa voix se brisa. Elle s'attendait à ce qu'il la chasse. Elle était un fardeau, un danger. Elle avait attiré les loups à sa porte. Au lieu de cela, il s'approcha, prit la bouilloire sur le feu et lui servit une tasse de tisane chaude. Il la lui tendit. « Buvez, y ordonna-t-il doucement. » Puis il retourna vers son fusil, mais cette fois, il ne se contenta pas de le nettoyer. Il commença à vérifier ses munitions, chaque geste méthodique et délibéré. Et Lara comprit. Il ne la mettait pas dehors. Il se préparait à se battre. Dans le silence de la cabane, un pacte venait d'être scellé. Un pacte non pas de mots, mais de téchot et de poudre à canon. Le printemps arrivait, et avec lui, la confrontation. Mais cette fois, elle ne serait pas seule pour y faire face. Les semaines qui suivirent la visite de Thorn furent marquées par un changement subtil mais profond. Le silence entre Lara et Silas n'était plus celui de deux étrangers partageant un toit, mais celui de deux alliés se préparant à une bataille inévitable. La routine quotidienne se poursuivait, mais elle était désormais sous-tendue par une nouvelle urgence. Silas passait plus de temps à fortifier la cabane, à calfeutrer les dernières fissures, à renforcer le volet de la seule fenêtre. Il chassait avec une intensité renouvelée, faisant des provisions comme si un siège était imminent. Et Lara, de son côté, sentait une force nouvelle grandir en elle, une force qui n'était pas seulement physique. La nourriture et la chaleur avaient restauré son corps, mais c'était la présence tranquille et inébranlable de Silas qui avait commencé à guérir son esprit. Elle n'était plus la victime passive attendant que le destin décide de son sort. Elle était mère, et elle se battrait pour l'avenir de son enfant. Elle retrouva le coffre de Thomas, enfoui sous leur lit dans la cabane abandonnée où Silas l'escorta un jour de temps clair. À l'intérieur, parmi les quelques souvenirs précieux, elle trouva les papiers. Le contrat de prêt de Thorn et un petit carnet où Thomas notait méticuleusement chaque paiement partiel, chaque livraison de bois qu'il avait faite à Thorn en guise de remboursement. Des paiements que Thorn n'avait, bien sûr, jamais officiellement reconnus. Une colère froide et claire remplaça la peur. C'était une injustice, un vol. Le dégel arriva brutalement. La neige se transforma en boue, les ruisseaux se réveillèrent avec un grondement furieux et la terre exhala une odeur de vie nouvelle. Et avec le printemps, Thorn revint. Cette fois, il ne vint pas en personne au début. Il envoya ses deux hommes de main. Ils arrivèrent à cheval, s'arrêtant à bonne distance de la cabane. « Thorn vous donne 3 jours pour déguerpir », y cria l'un d'eux. « Après ça, on vous sortira de force. » Silas sortit sur le perron, son fusil tenu nonchalamment dans le creux de son bras. Il ne répondit pas. Il se contenta de les regarder, immobile, jusqu'à ce qu'ils, mal à l'aise sous son regard fixe, fassent demi-tour et repartent. 3 jours plus tard, ils revinrent, et Thorn était avec eux. Ils étaient 5 en tout. « C'est terminé, sauvageons !» et hurla Thorn, son visage congestionné par la rage. « Cette terre est à moi. Faites-la sortir. » Les hommes mirent pied à terre, leurs armes à la main. Silas leva son fusil à l'épaule.
La tension était à son comble, un fil prêt à se rompre. C'est alors que la porte de la cabane s'ouvrit. Et Lara apparut sur le seuil. Elle n'était plus la femme frêle et effrayée qu'elle avait été. Sa grossesse était évidente, sa silhouette arrondie par la vie qu'elle portait. Elle se tenait droite, le menton levé, le petit carnet de Thomas serré dans sa main. « Cette terre n'est pas à vous, monsieur Thorne, et dit-elle, sa voix claire et ferme, portant dans l'air vif du matin. Vous êtes un voleur et un menteur. J'ai ici la preuve des paiements que mon mari vous a faits. » Thorne éclata d'un rire méprisant. Des gribouillis sans valeur. L'acte est à mon nom. La loi est avec moi. Alors laissons la loi en décider, et rétorqua Elara. Allons en ville. Montrons nos papiers au shérif. Voyons ce qu'il pense d'un homme qui essaie de chasser une veuve enceinte de sa maison par la force, et ce fut un coup de maître inattendu. Thorne était un tyran, mais il tenait à sa réputation en ville, celle d'un homme d'affaires respectable. Être publiquement accusé de la sorte, devant témoins, le déstabilisa. Il hésita. Et dans cette hésitation, Silas vit une opportunité. Mais ce n'est pas ce qui se passa. Ce qui se passa ensuite fut ce qui allait devenir une légende dans tout l'Ouest. Silas abaissa légèrement son fusil. Il regarda Elara, un éclair de respect, peut-être même d'admiration, dans les yeux. Puis il reporta son attention sur Thorne. Elle a raison, et dit-il de sa voix grave. Nous allons en ville, et Thorne, voyant la situation lui échapper, perdit son sang-froid. Assez de parlotte. Sortez-la de là, lui ordonna-t-il à ses hommes. Le premier homme s'avança, mais avant qu'il n'ait pu faire 2 pas, Silas avait bougé. Ce ne fut pas un coup de feu. Ce fut plus rapide, plus silencieux. Il fit un pas de côté, attrapa le bras de l'homme, utilisa son élan contre lui et le projeta face contre terre dans la boue. Le deuxième subit le même sort. Les 2 autres, voyant la force et la vitesse surnaturelle de l'homme des montagnes, s'arrêtèrent net. Puis vint le véritable coup de théâtre. Silas ignora les hommes restants. Il marcha droit vers son cheval, saisit les rênes et le mena à côté d'Elara. Il la regarda, son visage toujours aussi impassible, mais ses yeux disaient tout. « Nous allons en ville », répéta-t-il. Il la hissa sans effort sur sa monture, puis il se tourna vers Thorne, dont le visage était passé de la fureur à l'incrédulité. Silas sortit de sa sacoche une lourde bourse en peau qui sonna d'un bruit mat et métallique. Il la lança aux pieds de Thorne. « Ceci, et dit-il, est le double de ce qu'elle vous doit. C'est le prix pour la terre et pour la paix. Prenez-le et ne revenez jamais. Ou ne le prenez pas, et le shérif entendra comment 5 hommes armés sont venus menacer une femme seule, et il n'attendit pas de réponse. Il monta en selle derrière Elara, son bras protecteur autour d'elle, et dirigea son cheval non pas vers les montagnes, mais vers le chemin qui menait à la ville. Les hommes de Thorne, et Thorne lui-même, restèrent figés, regardant la bourse dans la boue, puis le couple qui s'éloignait avec une dignité royale. Ils avaient perdu. Pas par la violence, mais par une combinaison de courage moral, de force tranquille et d'une manœuvre qui les avait laissés sans voix. L'arrivée d'Elara et de Silas en ville fit l'effet d'une bombe. Les gens sortaient des magasins, s'arrêtaient dans la rue pour regarder l'homme des montagnes, ce spectre des bois, chevauchant au milieu de la rue principale avec la veuve que tout le monde croyait morte ou partie. Ils se dirigèrent droit vers le bureau du shérif. Silas ne dit pas un mot. C'était Elara qui parla. D'une voix calme et assurée, elle raconta toute l'histoire, présentant le carnet de son mari comme preuve. Quand elle eut terminé, Silas posa simplement un 2e sac sur le bureau du shérif. Pour l'enregistrement de l'acte de propriété, et dit-il. Au nom d'Elara et de son enfant, et le shérif, un homme habituellement blasé, les regarda, puis regarda par la fenêtre où Thorne et ses hommes venaient d'arriver, l'air piteux. Il comprit tout. Ce jour-là, la loi, pour une fois, protégea le juste. L'acte fut dûment enregistré. La terre était à Elara, libre de toute dette. Le retour vers la montagne se fit dans la lumière dorée du crépuscule. Le monde semblait neuf, lavé de toute menace. Ils s'arrêtèrent au sommet d'une crête qui surplombait la petite vallée où se nichaient les 2 cabanes. « C'est à vous, maintenant, et dit Silas. » Sa voix était douce. « Vous êtes en sécurité » et Elara se tourna vers lui en selle. Elle regarda ce visage buriné, ses yeux qui avaient vu tant d'hivers solitaires. « Non, et dit-elle doucement. Nous sommes en sécurité, et un léger sourire, à peine perceptible, étira les lèvres de Silas sous sa barbe. C'était la première fois qu'elle le voyait sourire. Ils restèrent là un long moment, regardant leur terre,
un homme et une femme qui avaient trouvé dans la plus dure des saisons non seulement la survie, mais un foyer. Le vent qui soufflait n'était plus un loup. C'était une promesse, le murmure d'un printemps qui serait le premier de tous les autres. L'Ouest était un endroit dur, qui brisait les gens. Mais parfois, très rarement, il en forgeait de nouveaux, plus forts, ensemble. Et l'histoire de l'homme des montagnes qui avait acheté la liberté d'une veuve avec de l'or et de la dignité, stupéfiant tout le monde par son honneur inattendu, ne faisait que commencer.